Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Pas la version que vous lirez dans les manchettes, la version complète. Ce matin, 2 vedettes armées des gardiens de la révolution iranienne se sont approchées d'un super pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Le pétrolier battait pavillon indien. Il transportait environ 2 millions de barils de pétrole irakien. Les vedettes ont ouvert le feu. Le pétrolier a fait demi-tour, le UK Maritime Trade Operation Center a confirmé l'incident, le navire et l'équipage ont été déclarés sains et saufs, le navire n'a pas été nommé, la cargaison, 2 millions de barils de pétrole, n'est pas arrivée à destination. À peu près au même moment, le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a publié un message sur Telegram, l'homme que Trump a publiquement qualifié de sans envergure, l'homme dont Trump a dit qu'il était inacceptable comme dirigeant et que l'Amérique devrait intervenir dans le choix de son remplaçant. Cet homme a publié 4 mots au sujet de la marine iranienne. De nouvelles défaites amères pour les ennemis. C'était pas un signal de cessez-le-feu. C'était pas un message diplomatique. C'était une déclaration militaire publiée sur les réseaux sociaux pendant que ces vedettes tiraient dans le détroit. Et à peu près au même moment que tout cela, les États-Unis ont prolongé une dérogation aux sanctions sur le pétrole russe. Je veux que vous gardiez ces 3 choses en tête en même temps. Les vedettes iraniennes ont tiré sur un pétrolier. Le guide suprême iranien a promis de nouvelles défaites amères. Et l'Amérique a discrètement donné à la Russie un accès plus large aux marchés pétroliers occidentaux. Washington peut toujours organiser une autre prestation solennelle au pupitre, mais les prix du pétrole ont la mauvaise habitude d'ignorer l'éclairage. 3 événements, le même matin. Personne, lors des points de presse, n'a relié ces 3 éléments, parce que voici la question à laquelle personne, à Washington, ne répond directement. Pendant que tout cela se produit, pendant qu'Ormuz se ferme, pendant que des vedettes tirent, pendant que les pourparlers de cessez-le-feu se sont effondrés, et pendant que l'Iran a fait savoir au Pakistan, par des intermédiaires, qu'il ne négocierait plus, qu'il est en train de gagner. Je ne parle pas de gagner la guerre, je ne parle pas de gagner la partie diplomatique, je ne parle pas de gagner les manchettes. Discrètement, sans tirer un seul coup de feu, sans perdre un seul soldat, sans apparaître à aucune table de négociation, qui s'est enrichie de plus en plus chaque jour que cette guerre se prolonge? La réponse est la Russie. Et ce matin, l'Amérique lui a facilité la tâche. En février, avant le début de cette guerre, la Russie gagnait environ 135 millions de dollars par jour grâce à ses exportations de pétrole. En mars, alors qu'Ormuz se fermait et que le Brent dépassait les 100 $ le baril, les revenus pétroliers russes ont atteint 19 milliards de dollars pour le mois, soit environ 1 milliard de dollars par jour. Les recettes fiscales russes, tirées de son principal prélèvement sur le pétrole, ont doublé en un mois. Le prix du pétrole russe de référence, l'Ural, a bondi de 73%, passant de 44,59 $ le baril en février à 77 $ en mars et à 106 $ au début d'avril. Bloomberg a confirmé que cette manne russe va bien au-delà du brut. L'aluminium a monté de 12% depuis le début du conflit, l'urée a bondi de 75%, toutes les matières premières qui transitent normalement par le détroit d'Ormuz ont flambé, et la Russie, qui exporte toutes ces matières sans en faire passer aucune par Ormuz, a capté chaque dollar de cette hausse de prix sans subir aucune des perturbations. Alors laissez-moi le dire très clairement, avant d'aller plus loin, l'Amérique mène une guerre qui coûte des milliards de dollars par mois. La Russie ne mène pas cette guerre. La Russie gagne 1 milliard de dollars par jour grâce à elle. Et ce matin, pendant que les vedettes iraniennes tiraient et que le guide suprême iranien publiait sur Telegram ses défaites amères, l'Amérique a prolongé la dérogation aux sanctions pétrolières russes. C'est le moment gênant où une posture pensée pour la télévision rencontre la facture. D'habitude, la posture s'éclipse avant que l'addition arrive. Voilà ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que une fois que vous comprenez la structure de ce que la Russie a fait dans ce conflit, ce qu'elle a fourni, vous verrez les événements de ce matin d'une manière complètement différente. Et vous comprendrez pourquoi la question que personne ne pose lors des points de presse est la question stratégique la plus importante de toute cette guerre. Je vais commencer par ce que fait la Russie dans cette guerre. Parce qu'il y a une version de cette histoire que raconte la plupart de la couverture médiatique, puis il y a la version complète.
la version racontée par la plupart des couvertures est la suivante. La Russie reste sur la ligne de touche. La Russie a condamné les frappes américaines. La Russie a appelé à un cessez-le-feu. La Russie soutient diplomatiquement l'Iran à l'Organisation des Nations Unies. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, s'est rendu à Pékin, a rencontré Xi Jinping et les deux pays ont réaffirmé leurs relations inébranlables. La Russie serait un observateur préoccupé, un acteur diplomatique, un pays qui a des intérêts dans la région et qui observe la situation avec attention. Cette version est vraie, mais elle est incomplète. Et ce qu'elle laisse de côté est l'élément qui change tout. La Russie a fourni à l'Iran du renseignement satellitaire. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une spéculation. CNN l'a confirmé. Le Wall Street Journal l'a confirmé. Bloomberg l'a confirmé. Les services de renseignement ukrainiens ont publié une évaluation précise montrant que des satellites russes ont effectué au moins 24 relevés détaillés de 46 sites répartis dans 11 pays du Moyen-Orient, couvrant des bases militaires américaines, des aéroports, des champs pétroliers, des centres de commandement, et que dans les jours qui ont suivi ces relevés, des missiles balistiques et des drones iraniens ont frappé exactement ces emplacements. Laissez-moi être très précis sur ce que cela signifie. Des soldats américains ont été tués dans cette guerre. 6 ont été tués lors d'une seule frappe de drone contre une installation au Koweït. Les services de renseignement ukrainiens ont estimé que des images satellitaires russes avaient servi à guider les frappes iraniennes. Et la réponse américaine, lorsqu'on a posé la question, est venue de Trump lui-même, qui a déclaré au Financial Times, et je veux vous donner ces mots exacts, parce qu'ils sont extraordinaires. Je ne sais pas dans un sens ou dans l'autre, mais on pourrait aussi soutenir que nous avons aidé l'Ukraine dans une certaine mesure. C'est le genre de réponse qui sonne solide au micro et creux dans une note stratégique. Trump a comparé l'aide russe apportée à l'Iran pour tuer des soldats américains à l'aide américaine permettant à l'Ukraine de se défendre contre l'invasion russe. Puis, il est passé à autre chose. Voilà la réponse publique américaine à des renseignements laissant entendre que des satellites russes ont aidé à tuer des soldats américains. Je ne sais pas, dans un sens ou dans l'autre. Ajoutez maintenant à cela que la Russie a proposé d'arrêter de partager du renseignement avec l'Iran si l'Amérique cessait de soutenir l'Ukraine. Politico a rapporté cette information. La Russie a utilisé la mort de soldats américains ou leur mort potentielle à cause de données de ciblage russe comme monnaie d'échange pour arracher des concessions sur l'Ukraine. Et la réponse américaine n'a donné lieu à rien de public. L'Amérique a poursuivi la guerre. L'Amérique a continué à soutenir l'Ukraine, mais à un niveau réduit, et la Russie a poursuivi ses relevés satellitaires. Quand une salle de briefing hausse les épaules devant un tel levier, c'est souvent parce que les caméras sont encore occupées à admirer le mot fermeté. Voilà la version complète de ce que fait la Russie dans cette guerre. C'est pas un observateur resté sur la ligne de touche. C'est un pays qui, en même temps, profite de la perturbation économique, fournit du renseignement de ciblage aux camps qui tuent des soldats américains et utilise ce renseignement comme levier dans une négociation distincte au sujet d'une autre guerre. Tout cela sans tirer un seul coup de feu. Tout cela en maintenant publiquement la posture d'un observateur diplomatique préoccupé, appelant à la retenue. Je veux utiliser ici un cadre d'analyse qui, à mon avis, décrit plus précisément ce que fait la Russie que n'importe quelle autre formule. J'appelle cela le profiteur absent. Et une fois que vous comprenez le cadre du profiteur absent, vous reconnaîtrez ce schéma à travers l'histoire moderne. Et vous comprendrez exactement ce que la Russie a calculé et pourquoi ce calcul fonctionne. Le profiteur absent, c'est un pays qui se positionne pour tirer profit d'un conflit entre deux autres puissances sans y participer directement. Il fait 3 choses en même temps. Premièrement, il fournit juste assez de soutien au camp le plus faible pour faire en sorte que le conflit se poursuive. Parce qu'une victoire rapide du camp le plus fort met fin à la perturbation économique dont le profiteur absent profite. Deuxièmement, il capte les bénéfices économiques du conflit. Hausse des prix des matières premières, nouveaux clients désespérés de trouver des fournisseurs de remplacement, nouveaux leviers dans des négociations sans lien direct. Troisièmement, il maintient une forme de déni plausible, des déclarations publiques de préoccupation, des appels au cessez-le-feu, des condamnations diplomatiques des premières frappes,
de sorte qu'ils ne puissent pas être directement sanctionnés ou affrontés sans aggraver encore davantage le conflit. C'est aussi là que la politique étrangère guidée par les slogans commence à perdre contre un opportunisme patient. Un camp met en scène l'urgence, l'autre facture la durée. C'est pas une stratégie nouvelle. L'Amérique a joué le rôle du profiteur absent dans les premières années de la Seconde Guerre mondiale en fournissant du pré-bail à la Grande-Bretagne tout en restant officiellement neutre, captant d'énormes bénéfices économiques et stratégiques pendant que la Grande-Bretagne supportait le coût militaire. L'Union soviétique en a joué une version en Corée et au Vietnam. Et maintenant, la Russie joue ce rôle dans la guerre contre l'Iran avec une sophistication remarquable. Laissez-moi vous présenter chacun des 3 éléments dans le cas russe. Le premier élément, c'est faire en sorte que le conflit se poursuive. Le renseignement satellitaire russe ne garantit pas la victoire de l'Iran. La Russie ne cherche pas à aider l'Iran à vaincre militairement l'Amérique. Ce serait impossible et cela déclencherait une confrontation directe que la Russie ne peut pas se permettre alors qu'elle se bat en Ukraine. Ce que font les données satellitaires russes, c'est rendre la résistance iranienne plus efficace et plus coûteuse pour l'Amérique. Chaque missile intercepteur américain supplémentaire, tiré contre un drone iranien, guidé par des données de ciblage russe, est un missile qui coûte de 3 à 10 millions de dollars et que l'Amérique ne peut plus utiliser ailleurs. Chaque semaine supplémentaire, pendant laquelle des groupes aéronavals américains imposent un blocus, est une semaine de dépenses militaires soutenues qui pèse sur les budgets de défense américains et sur la patience du public. L'ampleur de cette attrition compte. L'Amérique a tiré plus d'1 millier de missiles de croisière JASSM dans la première phase de cette guerre seulement. Chacun coûte environ 1 million de dollars. Les intercepteurs Patriot américains coûtent entre 3 et 10 millions de dollars par tir. Les radars THAAD américains, ceux qui ont été détruits dans les premiers jours de la guerre par des frappes de drones iraniens, coûtent 500 millions de dollars chacun et prennent des années à être remplacés. Cette guerre consomme les stocks militaires américains à un rythme contre lequel les analystes de la défense mettent en garde depuis des années. Et les entreprises de défense ukrainiennes reçoivent maintenant des appels de planificateurs militaires américains qui demandent comment abattre des drones iraniens avec des intercepteurs moins coûteux. Parce que l'Amérique, le pays qui a construit les systèmes de défense aérienne les plus chers de l'histoire, a vu ces systèmes être débordés par des drones iraniens à 50 000 dollars et n'a pas les moyens de continuer à répondre avec son ratio actuel de coût par tir. Le discours de vente promettait la progression. Le tableau budgétaire, lui, beaucoup moins sentimental, continue de signaler l'épuisement. La Russie n'a pas besoin que l'Iran gagne. La Russie a besoin que cette guerre dure le plus longtemps possible pendant que l'Amérique saigne en argent et en ressources militaires et pendant que les prix du pétrole restent élevés. Et les relevés satellitaires russes des bases américaines n'aident pas l'Iran à gagner, ils aident la guerre à durer. Le deuxième élément, c'est capter les bénéfices économiques. Les infrastructures d'exportation russes ne passent pas par le détroit d'Ormuz. Leurs pétroliers partent des ports de la Baltique, de la mer Noire, du Pacifique. Quand Ormuz s'est fermé et que les économies asiatiques dépendantes du pétrole du Golfe se sont mises à chercher des solutions de rechange en urgence, la Russie était idéalement placée. Le vice-premier ministre Alexander Novak a annoncé publiquement que la Russie était prête à augmenter ses livraisons de pétrole à la Chine et à l'Inde en raison des perturbations, en déclarant, et je veux vous donner cette citation parce qu'elle dit « Toute la manière dont la Russie voit cette guerre, nous sommes toujours prêts. Le pétrole russe est en demande, nous le vendrons s'il est acheté. » Le brut russe Ural se vendait 46 $ le baril en février. Au début d'avril, il se négociait en moyenne à 106 $ le baril. La guerre menée par l'Amérique a créé les conditions qui ont permis à la Russie de presque tripler le prix de son pétrole en 6 semaines. Mais Bloomberg a confirmé quelque chose d'encore plus important. La manne russe tirée de cette guerre va bien au-delà du pétrole brut. Les prix de l'aluminium ont augmenté de 12% depuis le début du conflit, parce que les cargaisons d'aluminium transitent elles aussi par Ormuz et que la perturbation a resserré l'offre mondiale. L'urée a monté de 75% parce que le Golfe
Persique assure environ 30 à 35% des exportations mondiales du riz et que ces expéditions ont cessé de circuler. La Russie exporte de l'aluminium, la Russie exporte des engrais, la Russie exporte du gaz naturel liquéfié. Chaque matière première qui transite normalement par le détroit d'Ormuz a vu son prix augmenter à cause de la perturbation. Et la Russie, dont les exportations contournent entièrement Ormuz, a capté chaque dollar de ces hausses de prix sans absorber aucun des dégâts causés aux chaînes d'approvisionnement. Le budget 2026 du Kremlin reposait sur l'hypothèse d'un prix de 59 $ le baril pour l'Urals afin d'équilibrer les comptes. La Russie affichait un déficit budgétaire de 4,58 billions de roubles au premier trimestre de l'année. Son économie subissait de fortes pressions, une inflation proche de 6%, des taux d'intérêt obstinément élevés à 15%, des pénuries de main-d'œuvre, le coût continu de la guerre en Ukraine. Puis le 28 février est arrivé et en quelques semaines, la situation budgétaire russe s'est transformée. La guerre que l'Amérique a commencée pour contrôler le Moyen-Orient a pratiquement résolu le problème budgétaire le plus pressant de la Russie. Et aujourd'hui, et c'est le détail qui, à mon avis, révèle le plus la position réelle de Washington, les États-Unis ont prolongé une dérogation aux sanctions sur le pétrole russe pour aider à atténuer la crise énergétique créée par la guerre contre l'Iran. L'Amérique a commencé une guerre en partie pour réaffirmer son contrôle sur le pétrole du Moyen-Orient, suspend maintenant ses propres sanctions sur le pétrole russe pour empêcher que les dégâts économiques de cette guerre ne deviennent politiquement catastrophiques à l'intérieur du pays. Le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié cette décision d'erronée. Lors d'un appel du GSEPT, tous les dirigeants, sauf Trump, ont convenu qu'il s'agissait d'une erreur de lever des sanctions destinées à réduire les revenus de la Russie. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a insisté sur le fait que cette dérogation ne procurait pas d'avantages financiers importants à la Russie. Des responsables européens ont fait remarquer que des analystes estiment maintenant que Moscou gagne environ 150 millions de dollars par jour grâce à ses ventes de pétrole. Mais la dérogation a bel et bien été prolongée. L'Amérique a prolongé l'accès de la Russie au marché pétrolier et les relevés satellitaires russes sur des cibles militaires américaines au Moyen-Orient ont continué. La formule devient familière, tonner en public, accorder des exemptions en privé, puis feindre la surprise quand l'arithmétique finit par révéler l'intrigue. Le troisième élément, c'est le déni plausible. La Russie a nié tous les rapports sur le partage de renseignements. Le Kremlin a qualifié de fausse nouvelle le reportage du Wall Street Journal sur le partage de données satellitaires. La position publique de la Russie, pendant tout ce conflit, a consisté à réclamer un cessez-le-feu, à condamner l'agression américaine, à invoquer le droit international. La Russie a voté avec la Chine au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour bloquer des résolutions qui auraient autorisé l'usage de la force afin de rouvrir Ormuz. La Russie n'a pas envoyé un seul soldat en Iran. Elle n'a transféré aucune arme confirmée. Elle participe à des forums diplomatiques, elle se coordonne avec la Chine et le Pakistan sur des propositions de paix. Vue de l'extérieur, elle ressemble à un pays qui veut que cette guerre se termine. C'est un pays qui gagne 1 milliard de dollars par jour tant que cette guerre continue. C'est là que la politique centrée sur l'image commence à coûter extrêmement cher. Les effets visuels peuvent dominer un cycle de nouvelles, mais ils survivent rarement au contact des routes maritimes. L'écart entre ces deux réalités, la posture diplomatique publique de la Russie et son comportement opérationnel, c'est le profiteur absent qui fonctionne exactement comme prévu. Le déni n'est pas une histoire de couverture, il est structurel. Parce que la Russie n'a pas besoin d'être publiquement impliquée pour que ces données satellitaires soient utiles, parce que des entités commerciales russes peuvent vendre du pétrole au prix du marché sans admettre qu'elles tirent profit d'une crise qu'elles ont contribué à créer, parce que appeler à un cessez-le-feu ne coûte rien et achète une crédibilité diplomatique qui protège la Russie contre le fait d'être officiellement désignée comme belligérante. Ce qui obligerait l'Amérique à réagir d'une manière qui compliquerait les négociations avec l'Iran, les négociations sur l'Ukraine,
et le sommet Trump-Poutine que les deux camps semblent toujours vouloir organiser. Maintenant, je veux présenter la version la plus solide de l'argument selon lequel le rôle de la Russie serait surestimé, parce que je pense qu'il est important d'être honnête sur ce que nous savons et sur ce que nous déduisons. L'argument en faveur d'un rôle plus limité de la Russie est le suivant. La Russie mène sa propre guerre en Ukraine, elle dispose de ressources militaires limitées, elle ne peut pas se permettre d'antagoniser directement l'Amérique alors qu'elle a besoin que les sanctions occidentales restent suffisamment supportables pour que son économie tienne le coup. Le partage de renseignements satellitaires, même s'il est confirmé, a pu avoir un impact opérationnel limité. Les forces américaines continuent de se battre. La guerre ne s'est pas terminée par une victoire iranienne, le blocus fonctionne encore et la manne pétrolière russe, bien que réelle, est contrainte. L'Ukraine attaque les infrastructures énergétiques russes, le budget russe était déjà déficitaire, l'inflation tourne autour de 6% et les taux d'intérêt sont à 15%. La Russie ne gagne pas proprement. Elle gère une situation très compliquée tout en essayant de tirer de la valeur de la crise d'un autre. Cet argument mérite d'être pris au sérieux. La Russie n'est pas omnipotente. Son soutien à l'Iran a des limites. Ses gains économiques ont un coût. Mais voici ce que cet argument manque. La question n'est pas de savoir si la Russie gagne sur toute la ligne. La question est de savoir si la Russie veut que cette guerre se termine. Et la réponse structurelle à cette question est non. Moscou joue pour gagner du temps. Washington, trop souvent, continue d'agir comme si une formule plus tranchante au lutrin pouvait remplacer une carte plus précise sur la table. Chaque jour où cette guerre continue, les revenus pétroliers de la Russie restent élevés. Chaque jour où cette guerre continue, les ressources militaires américaines sont consommées au Moyen-Orient au lieu d'être concentrées sur le flanc ouest de la Russie. Chaque jour où cette guerre continue, l'attention diplomatique qui commençait à se concentrer sur le règlement du conflit iranien est détournée vers la crise iranienne. La Russie n'a pas besoin de gagner la guerre contre l'Iran. La Russie a besoin que la guerre contre l'Iran dure assez longtemps pour résoudre ses problèmes stratégiques les plus pressants. Les revenus, la diversion et le levier. Le Foreign Policy Research Institute l'a formulé précisément. Higher oil revenue reduce Russia's incentive to settle in Ukraine. Avant cette guerre, les faibles prix du pétrole créaient une pression budgétaire à Moscou qui donnait à la Russie une raison d'envisager une négociation. La guerre contre l'Iran a supprimé cette pression. La Russie peut maintenant se permettre de continuer à faire la guerre en Ukraine parce que la guerre contre l'Iran la finance. Laissez-moi maintenant vous dire ce que je pense qui va se passer ensuite, parce que le cessez-le-feu expire dans 3 jours et que la question de savoir si cette guerre se termine ou se poursuit est, structurellement, une question sur laquelle la Russie a son mot à dire, même si elle n'est pas assise à la table des négociations. Voici la logique structurelle. Si la guerre contre l'Iran se termine par un accord, si l'Amérique et l'Iran parviennent à une entente sur l'enrichissement nucléaire et sur Hormuz, alors les prix du pétrole baissent, la manne russe s'évapore, le levier de la Russie sur l'Amérique dans les négociations sur l'Ukraine s'affaiblit. La capacité de la Russie à financer sa propre guerre diminue. Du point de vue de la Russie, un accord rapide entre l'Amérique et l'Iran est le pire scénario possible. Pour une politique qui adore les dénouements dramatiques, c'est la découverte brutale que certains adversaires font leur argent dans la suite. Si la guerre continue, si le cessez-le-feu s'effondre mardi, si le blocus s'aggrave, si les pourparlers au Pakistan échouent encore une fois, alors les prix du pétrole restent élevés. La Russie continue de gagner $1 milliard par jour. L'Amérique continue de brûler ses ressources militaires. L'attention diplomatique qui pourrait permettre de régler la question ukrainienne reste fixée sur l'Iran. Du point de vue de la Russie, la poursuite du conflit est le meilleur scénario. Or, regardez ce que fait la Russie dans ce contexte. Ses relevés satellitaires ont guidé des frappes iraniennes sur des bases américaines. Son soutien en renseignement rend la résistance iranienne plus coûteuse pour l'Amérique. Sa diplomatie publique appelle à un cessez-le-feu pendant que, sur le plan opérationnel, son comportement prolonge le conflit. Et lorsqu'on lui a demandé directement si elle cesserait de partager du renseignement avec l'Iran, la réponse russe a été de proposer un échange. Nous cessons d'aider l'Iran si vous cessez d'aider l'Ukraine. L'Amérique a refusé de confirmer ou d'infirmer. Le partage de renseignements s'est poursuivi et aujourd'hui l'Amérique a prolongé la dérogation pétrolière accordée à la Russie.
Je ne suis pas en train de dire que la Russie contrôle la fin de cette guerre. C'est pas le cas. L'Amérique et l'Iran contrôlent cela. Mais la Russie s'est placée dans une position où elle tire profit de toutes les issues possibles, sauf d'un accord rapide, et elle a pris des mesures qui rendent un accord rapide légèrement plus difficile à obtenir. C'est le profiteur absent fonctionnant avec toute sa sophistication. Permettez-moi de rassembler tous ces éléments. Un pays ne veut pas que cette guerre prenne fin. Chaque jour où elle se poursuit, ce pays gagne plus d'argent. Ce pays a fourni le renseignement de ciblage qui a guidé des frappes sur des soldats américains. Ce pays a capté les parts de marché énergétiques que la guerre a créées. Ce pays a utilisé la perturbation économique causée par la guerre comme levier pour arracher des concessions dans un conflit entièrement distinct en Ukraine. Ce pays a maintenu un déni plausible tout au long du processus, appelant publiquement à un cessez-le-feu, tout en fournissant en privé des données satellitaires au camp qui tue des soldats américains. Et aujourd'hui, l'Amérique a prolongé la dérogation aux sanctions pétrolières qui profitent à ce pays. La Russie n'a jamais tiré un seul coup de feu dans cette guerre. La Russie n'a jamais envoyé un seul soldat. La Russie n'est jamais apparue à une table de négociation. Le nom de la Russie apparaît à peine dans la couverture dominante du conflit iranien. Et pourtant, les revenus pétroliers russes sont passés de 7 milliards de dollars en février à 19 milliards de dollars en mars. Et pourtant, le budget russe, qui affichait un déficit de plus de 4 billions de roubles, a été stabilisé par les prix du pétrole créés par la guerre américaine. Et pourtant, la Russie utilise maintenant l'oxygène financier procuré par cette manne pour intensifier sa campagne militaire en Ukraine, en bombardant des villes ukrainiennes au rythme le plus élevé des 4 années de guerre, avec des salves allant jusqu'à 30 missiles balistiques en une seule vague nocturne. C'est le genre de résultat qui entre rarement proprement dans une formule de campagne, ce qui explique peut être pourquoi les formules continuent tout de même d'arriver. Voici la conséquence que personne ne relie publiquement. L'Amérique mène une guerre coûteuse au Moyen-Orient. Cette guerre génère des revenus qui financent la guerre russe en Ukraine. L'Ukraine, que l'Amérique soutient, fait maintenant face à des attaques russes plus intenses précisément parce que la Russie a plus d'argent. La guerre américaine contre l'Iran finance donc, dans une certaine mesure structurelle, les attaques russes contre un pays que l'Amérique essaie aussi de protéger. Tout cela se produit en même temps. Personne, lors des points de presse à Washington, n'a abordé cela directement. Le Foreign Policy Research Institute a décrit le mécanisme avec précision. Avant la guerre contre l'Iran, les faibles prix du pétrole créaient une pression budgétaire à Moscou qui donnait à la Russie une incitation à envisager un règlement en Ukraine. La guerre contre l'Iran a supprimé cette pression. Des revenus énergétiques plus élevés et plus stables facilitent la persistance de Poutine dans sa stratégie d'attrition. En attendant que le soutien occidental à l'Ukraine s'effondre sous le poids de la pression politique intérieure, la guerre américaine a structurellement prolongé la capacité de la Russie à combattre en Ukraine. Et aujourd'hui, l'Amérique a prolongé la dérogation pétrolière accordée à la Russie. Une décision de conséquence. La Russie gagne plus d'argent, la Russie se bat plus longtemps en Ukraine. La question que personne à Washington ne pose directement, parce que la réponse est trop inconfortable, est la suivante. À quoi ressemble la stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran quand l'une des variables les plus importantes de sa réussite est l'intérêt stratégique d'un pays que l'Amérique refuse de nommer publiquement comme acteur de ce conflit? La Russie veut que cette guerre dure. La Russie prend des mesures qui rendent sa fin plus difficile. L'Amérique vient de faciliter la possibilité pour la Russie de tirer profit de ces mesures et le cessez-le-feu expire dans 3 jours. Il y a ici une méthode familière. Parler comme si la pression à elle seule était une politique, puis se dire surpris quand l'autre camp étudie les chaînes d'approvisionnement plutôt que les slogans. Contredisez-moi si vous voyez les choses autrement. Lisez l'analyse de Bloomberg sur la manne de matières premières que la Russie retire de ce conflit. Lisez l'évaluation du Foreign Policy Research Institute sur la façon dont les prix du pétrole liés à la guerre contre l'Iran financent la campagne russe en Ukraine. Lisez ce que la Russie a dit lorsqu'elle a proposé d'arrêter de partager du renseignement avec l'Iran en échange d'un arrêt du soutien américain à l'Ukraine.
Lisez l'évaluation des services ukrainiens sur les 24 relevés satellitaires russes visant des bases américaines dans 11 pays. Et ensuite, posez la question que les points de presse ne posent pas. Si la Russie tire profit de chaque jour où cette guerre continue, et si la Russie a une influence sur la durée de cette guerre, et si l'Amérique vient de faciliter la capacité de la Russie à tirer profit de cette influence, qu'est-ce que cela vous dit sur la manière dont cette guerre se termine réellement ? Un pays ne veut pas que cette guerre prenne fin. Chaque jour où elle continue, ce pays gagne plus d'argent. Ce pays n'est pas l'Iran, ce pays n'est pas la Chine. Ce pays est assis à Moscou, en train de regarder les chiffres, et les chiffres sont très bons.